Bonjour à tous. Voilà, on va découvrir à travers cette séance une approche beaucoup plus avancée par rapport à ce qu'on a vu dans la dernière séance pour faire la segmentation premier plan, arrière-plan. Donc, normalement, l'approche elle est basée sur un modèle de mélange des Gaussiennes. Donc, tout d'abord, on va introduire le mélange des Gaussiennes dans le cadre général. Et puis, on va normalement le spécifier dans le cadre de la vidéo. Voilà, on a vu donc à travers la séance de segmentation d'images, l'approche d'apprentissage non supervisé, ou bien ce qu'on appelle le clustering, qui s'appelait donc le K-means. En fait, cette approche-là, elle est basée sur un cas centroïde qu'on va l'affecter donc du premier coup d'une manière arbitraire et on va calculer la distance de chaque échantillon par rapport au normalement cas centroïde et puis on va l'affecter à normalement au groupe ou bien au centroïde dans la distance la plus minimale et on va réitérer jusqu'à ce que on va normalement avoir ou bien on va normalement lorsque les centroïdes ne bougent pas. Voilà. Donc, l'inconvénient majeur de cette approche, mis à part le choix du nombre de normalement k, donc là vous avez une séparation qui est rigide. C'est-à-dire là, donc un échantillon devrait appartenir forcément à un cluster. D'accord ? Donc là, on va voir dans cette séance un modèle qui est basé sur le mélange des Gaussiennes, dans lequel on a une séparation douce. C'est-à-dire, on a donc normalement une séparation douce. En fait, chaque échantillon pourrait appartenir avec un certain pourcentage à un cluster. D'accord ? Voilà, donc tout d'abord, on va introduire la densité gaussienne. Donc, une distribution gaussienne est une distribution qui dépend de plusieurs paramètres. En fait, on a ce qu'on appelle la matrice de covariance, sigma, d'accord, qui appartient à R dd, et une moyenne mu qui appartient à RD. Voilà, donc dans le cas univarié, donc, univarié, je parle en fait d'une variable aléatoire x qui a une valeur r. D'accord? C'est-à-dire là, on parle d'un scalaire. Donc normalement, cette variable aléatoire, elle va suivre une loi gaussienne si sa densité de probabilité s'écrit comme suit. Voilà. Donc là, ça c'est normalement, ça c'est la loi normale. D'accord, on va l'appliquer sur la variable ou bien l'échantillon, donc x, d'accord, sachant mu, qui appartient donc dans ce cas donc à R, et vous avez ici le sigma, d'accord, est égal à 1 sur la racine de 2pi sigma au carré, l'exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma au carré. Voilà. Maintenant, dans le cas multivarié, donc là, multivarié, vous avez donc ici, au lieu d'un scalaire, vous avez ici un vecteur, d'accord, de dimension d. Voilà, donc là, normalement, cette loi va s'écrire, voilà, donc au lieu d'avoir ici normalement le sigma, vous avez ici, donc, au lieu d'avoir la variance, vous aurez ici, donc, une matrice de covariance. Et on va revenir sur la matrice de covariance. Donc, est égal à 1 sur la racine de pi à la puissance d multiplié par la racine de déterminant de sigma, l'exponentielle de moins 1 demi x moins mu transposé, sigma moins 1, x moins mu. Voilà, donc là, ici, la densité gaussienne univariée, c'est-à-dire là, on est dans la dimension, on est dans le cadre dont d est égal à 1, d'accord, donc un scalaire. Donc là, la moyenne avec une moyenne mu et une variance sigma au carré. Voilà, donc là, ça c'est normalement la densité de probabilité.
Ok, donc là, en général, donc là, on a une forme gaussienne, d'accord, qui est centrée sur mu. Donc là, dans ce cadre-là, vous avez ici mu est égal à 0, la moyenne est égale à 0, avec ici, vous avez sigma. C'est-à-dire là, je suppose que ce mu-là est égal à 0 dans ce cadre-là. D'accord? Sinon, donc là, si on bouge le mu, hein, normalement, on fait varier le sigma, donc on aurait des gaussiennes. D'accord? Avec ces allures. Ok? Donc là, pour le cas multivarié, en fait, vous avez donc là la gaussienne, normalement, la densité gaussienne, hein, normalement, va s'écrire de cette forme-là. Donc là, ici, si vous avez, donc là, si vous êtes dans le cadre où d est égal à 2, c'est la dimension 2, donc là, vous avez, donc là, on a déjà vu cette forme-là, normalement, lorsque on a introduit le filtre gaussien. Donc avec mu est égal à mu1 jusqu'à mu-t. D'accord? Ça, c'est le cadre général. Et ça, c'est la matrice de covariance. Voilà. Maintenant, dans le cadre pratique, donc si on considère un ensemble de pixels, x est égal, donc là, vous avez, par exemple, dans le cadre, par exemple, d'une image, je parle d'une image, donc on n'a pas encore introduit le cadre de la vidéo. Donc là, vous avez un certain nombre de pixels, d'accord, n fois m pixels, alors que normalement chaque pixel est représenté, donc là si je prends une image couleur, elle est représentée par 3 composants. Donc là je prends le cadre de l'espace RGB, d'accord, donc là vous avez 3 composantes. Ça c'est l'échantillon X, d'accord, donc chaque pixel elle est représenté par un vecteur qui comporte 3 composants. Et vous avez ici les moyennes, donc mu, vous avez 3 composants parce que nous sommes dans le cadre de d est égal à 3, dimension 3. Voilà, mu est égal à mu R, mu V, mu B, transposé. Et la matrice de covariance, donc là on va définir donc ces éléments comme suit. Donc vous avez ici tout d'abord le mu R, on va calculer le mu R, qui est l'espérance en fait de RI. C'est 1 sur n multiplié par, donc là c'est la moyenne en fait de la composante RI. Donc on va faire pareil pour mu V, mu B. Voilà. Donc là, normalement la matrice de covariance, normalement c'est ça, c'est mu R au carré, mu V au carré, mu B au carré. Ça ce sont normalement le diagonal, ce sont les variances. Et ça, ce sont les covariances, en fait, sigma, en fait, de R par rapport à V, sigma de R, B, voilà, sigma de VR. Donc, sachant que ces deux éléments-là, ils sont égaux, d'accord? Ces éléments-là, ils sont égaux. En fait, là, comment on va calculer normalement, sigma de RV? Bon, c'est la même que sigma de VR, est égal à 1 sur N. Donc ici, vous avez sigma, donc ici de RI moins mu R, donc on va introduire donc ici le R multiplié par VI moins mu V. C'est tout. Donc on va faire normalement pareil pour calculer la matrice de covariance. Et donc là, si je détermine le mu R, les mu et le sigma, la matrice de covariance, je peux facilement maintenant écrire ma densité de probabilité. Donc, maintenant, un mélange de gaussiennes. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la gaussienne, c'est la densité de probabilité qui va suivre la loi normale. Maintenant, un modèle de mélange gaussien, ce qu'on appelle le Gaussian Mixture Model, GMM, ça permet de modéliser en fait une distribution comme étant une somme pondérée de cas gaussiennes. C'est-à-dire, même dans ce cadre-là, c'est pareil pour le K-means, on a choisi K centroïde. Donc, dans ce cadre-là, on va choisir K gaussien. C'est-à-dire là, on aura finalement K cluster à la fin.
Donc, la densité va s'écrire comme suit. Ok, vous avez ici le P de x sachant θ est égal à sigma de i est égal à 1 jusqu'à k. Et k, c'est le nombre des gaussiennes, en fait, est égal à pi. Et on va revenir sur ces paramètres, multiplié par la loi, la densité de probabilité qui suit la loi normale qu'on vient de définir tout à l'heure. D'accord? Donc là, si on veut étendre l'équation, c'est sigma de i est égal à 1 jusqu'à k, p de i, multiplié par 1, donc sur normalement cette formule. Voilà. Donc ici, θ, en fait, c'est un ensemble de paramètres. Ça dépend de les mu. Et les mu pour les k gaussiennes, puisque ici, donc là, on a un mélange, on a k gaussiens. Vous avez ici la matrice de covariance des k gaussiennes. Et vous avez les pi de k gaussiennes. Ok? Donc là, le pi est la proportion en fait de la im gaussienne dans le mélange. Donc là, vous aurez donc ici un paramètre pi qui normalement devrait être dans l'intervalle 0 et 1. Sachant que si je fais la sommation de tous les pi des k gaussiennes, ça devrait être égal à 1. Donc c'est normalisé. Et mu appartient à Rd. Et normalement, ici, vous avez le sigma i appartient à Rd fois d. Ok, donc là, vous avez ici la moyenne et vous avez ici la matrice de covariance. Voilà. Maintenant, en fait, ce que nous cherchons, c'est qu'on va essayer de créer un modèle. Ce modèle-là, il va nous permettre en fait de faire une séparation douce des échantillons pour normalement créer des clusters, des groupes. D'accord? Et donc là, ce modèle-là va nous permettre, si vous avez un nouveau échantillon, ça va nous permettre en fait de l'affecter à une gaussienne. Donc c'est ça, donc en fait c'est ça ce que nous cherchons, c'est à travers par exemple d'un modèle qui comporte 3 gaussiennes, d'accord, normalement de créer des clusters les plus évidents possibles. Bon, finalement le modèle ça serait donc un mélange, c'est-à-dire on va faire la sommation des gaussiennes. Et donc là, ici, le 0,5, 0,3 et 0,2, en fait, ce sont les pi. D'accord? Et là, vous voyez ici, donc là, les gaussiennes selon, en fait, la moyenne. D'accord? La moyenne. Donc là, ils ont normalement 3 différentes moyennes avec 3 différentes matrices de covariance. D'accord? Et donc là, finalement, vous aurez quelque chose, ça c'est normalement, ça c'est la représentation en 3D de notre modèle. Donc ici, vous avez normalement, ça c'est l'amplitude de la gaussienne. Et normalement, cette amplitude-là, c'est en fait, c'est le pi, c'est le 0,5, c'est le plus haut. Donc ça c'est 0,3 et ça c'est 0,2. Voilà. Maintenant, un nouveau échantillon qui normalement qui vient d'être incrusté, on va voir quelle est la gaussienne la plus proche qu'on va l'affecter. Voilà pour calculer maintenant la densité d'un mélange de k gaussiennes, le P de x sachant θ. Il faut ici mettre le θ. Donc là, le problème repose en fait sur, pour trouver donc normalement le modèle général. Donc là, le problème revient à trouver les pi, les mu, voilà, et les matrices de covariance en fait. Voilà. Si je trouve ces 3 paramètres-là, j'ai déjà mon modèle.
Et maintenant, comment on va calculer, donc comment on va plutôt, on va normalement estimer les paramètres, parce que c'est trop difficile de les calculer directement. Bon, on va utiliser donc ce qu'on appelle un algorithme EM, Expectation Maximization. Voilà. Donc ici, l'objectif de l'algorithme EM, ça permet en fait d'estimer les paramètres θ, qui sont en fait les mu, le sigma i et le pi de notre mélange des gaussiennes. Donc, étant donné les paramètres θ, on peut quantifier la probabilité que l'échantillon normalement suive cette loi. Donc là, le principe, on va estimer les paramètres θ du mélange qui maximise la probabilité de réalisation de l'observation. Voilà, donc on va introduire la vraisemblance, ou bien ce qu'on appelle en anglais likelihood. Voilà, donc par définition, la vraisemblance, c'est quoi en fait? C'est une probabilité conditionnelle qui va mesurer la probabilité de l'échantillon, sachant en fait les paramètres θ. Voilà. Donc là, le likelihood, on suppose ici on a n échantillons, d'accord, sachant θ. C'est le produit de i est égal à 1 jusqu'à n de chaque densité de probabilité de chaque échantillon, en fait, sachant θ. Voilà, donc là, plus ça, normalement, plus la vraisemblance, elle est forte, d'accord, plus le modèle, normalement, avec ces paramètres-là, ont de chances d'avoir généré l'échantillon. C'est-à-dire là, on devrait normalement, on devrait maximiser ça. On devrait maximiser ça pour trouver normalement les θ. Et donc là, très souvent, donc là, ça ramène donc là à faire une optimisation. On va dériver ça par rapport à θ. Et donc là, très souvent, c'est trop délicat de travailler avec le produit. Donc là, en général, on parle de log vraisemblance. D'accord, c'est plus pratique. Donc là, si j'introduis ici le log, ça va devenir, donc là, le produit, ça va devenir une sommation. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, pour trouver normalement le θ optimum, on va maximiser en fait le likelihood. Voilà, donc là normalement c'est un problème d'optimisation. Donc là on va dériver en fait la vraisemblance avec normalement par rapport au paramètre θ. Voilà, donc là, un petit rappel, en fait, la densité de probabilité de x sachant θ, en fait, on a dit que c'est la somme ici de k gaussienne, d'accord, de pi multiplié par la densité de probabilité de chaque échantillon par rapport à θi. Voilà, donc θi, donc normalement c'est la gaussienne i. Voilà, donc dans ce cadre-là, donc là, le log de L de θ, c'est le log de produit de i est égal à 1 jusqu'à n de p de xi sachant θ. C'est en fait, le produit, ça va devenir une sommation, c'est la somme de i est égal à 1 jusqu'à n de log de p de xi sachant θ. Voilà, finalement, c'est quoi en fait? On va remplacer le p de xθ par ça. Voilà, c'est la sommation de i est égal à 1 jusqu'à n de log de ça. Voilà. Donc, le problème, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dériver en fait ce log de L de θ par rapport à θ. Et normalement, le résultat, on va chercher l'optimum, c'est-à-dire on va maximiser. Donc le résultat de la dérivation est égal à 0. Donc ici, donc c'est trop difficile d'aller directement chercher, donc là, de chercher les paramètres θ.
D'accord? Donc, le plus souvent, ce qu'on va faire, c'est que on va faire appel à un algorithme EM pour résoudre et pour cette optimisation. EM, c'est Expectation Maximization. Voilà, donc tout d'abord, on va initialiser les paramètres θg. Donc, soit d'une manière arbitraire, soit on peut appliquer juste pour optimiser, pour aller plus rapidement à l'optimum. Donc là, on peut utiliser le k-means comme étape préliminaire. Et par suite, normalement, on peut se baser sur les centroïdes qu'on a obtenus avec l'algorithme k-means pour initialiser les MUG. Alors, donc ici, donc là, on peut normalement initialiser ça d'une manière aléatoire. PG, normalement, vous connaissez, donc là, selon le nombre des gaussiennes. Donc là, on devrait avoir un scalaire ici entre 0 et 1. Et la somme des k gaussiennes qu'on a choisi, donc là, ici, devrait être égal à 1. Et voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va procéder d'une manière itérative. Voilà, donc c'est un algorithme itératif. Donc là, on va procéder à deux étapes. La première étape, c'est l'expectation. Donc on va calculer une matrice HIG, qui est en fait, c'est une matrice qu'on appelle donc là le degré d'appartenance. Voilà, le degré d'appartenance, c'est-à-dire, on va voir pour chaque échantillon, c'est-à-dire là, le pourcentage d'appartenir par rapport à l'ensemble des cas gaussiennes. Voilà. Après, donc là, dans l'étape M, Maximization, on va calculer, en se basant sur la matrice HIJ, on va calculer le PJ, hein, donc à l'itération T plus 1, mu G altération T plus 1, sigma G altération T plus 1. Et on devrait réitérer, d'accord, d'une manière itérative, jusqu'à en fait ce qu'on va obtenir normalement des PJ, mu G et sigma J qui sont stables. C'est-à-dire là, il n'y a pas trop de changements. Et à ce moment-là, on va arrêter notre algorithme, c'est-à-dire là, on va récupérer les derniers paramètres qu'on a obtenus. Voilà. Donc là, juste normalement pour éclaircir davantage l'algorithme EM, on va prendre un cas de figure. Alors, supposons que on a n échantillons, par exemple, est égal à 5. N est égal à 5, c'est-à-dire ça c'est le nombre des échantillons. Et on veut normalement, chaque échantillon, normalement, c'est un vecteur normalement à dimension 2. Et normalement, on devrait avoir un modèle qui comporte 3 gaussiennes. Voilà. Ok, K est égal à 3. Bon, finalement, le HIJ, la matrice HIJ, normalement, il serait de l'ordre 5, 3. 5 lignes et 3 colonnes. Le nombre des échantillons. D'accord? Les lignes, les I. XI, voilà. Donc 5 lignes et 3 colonnes, ça c'est K. Ok? Le J, il est normalement, ça va y aller de 1 jusqu'à K. Et donc là, finalement, on aurait, donc là, on va obtenir, on va calculer donc toute une matrice. D'accord? Donc ici, pour I est égal à 1, G est égal à 1, donc là, on va normalement calculer, donc en se basant sur, donc initialement sur les valeurs initiées au départ, PJ, donc multiplié par la loi normale de XI. Donc là, je pars ici, donc là, je calcule pour I est égal à 1, donc je pars du X1, 1 avec θ1. D'accord? Donc ici, donc là, pour les θg, c'est-à-dire là, je vais initialiser ces paramètres-là pour les 3 gaussiens. Ici, en fait, on a 3 gaussiens. Donc là, finalement, on aurait J, en fait, ce sont les nombres des gaussiens. Ce sont les gaussiens, c'est-à-dire ça, J est égal à 1, c'est la première gaussienne. D'accord? On aurait donc un θ1.
G est égal à 2, c'est la deuxième gaussienne, on aurait donc θ est égal à θ2. Et G est égal à 3, c'est la troisième gaussienne. Voilà. Donc là, on va calculer normalement cet échantillon-là par rapport, en fait, à normalement à la gaussienne J. C'est par rapport à 1. Dans ce cas-là, je calcule normalement cette valeur-là par rapport à 1. Donc là, par rapport à l'ensemble des gaussiennes. D'accord? Voilà. Et donc là, je calcule ces valeurs-là, je calcule ces valeurs-là, je calcule cette matrice-là, parce que cette matrice-là, elle va normalement m'aider pour estimer, donc là, à l'itération suivante, pour estimer normalement les paramètres θ. Donc, finalement, donc là, dans l'étape M, maximization, donc là, on va calculer le P de J qui est égal à la moyenne 1 sur N, sigma, I est égal à 1 jusqu'à N de HIJ, c'est-à-dire là, là, je pars, par exemple, je calcule P de 1, c'est-à-dire là, normalement, P de 1, je calcule pour la première gaussienne, et donc, normalement, c'est la moyenne de ce vecteur-là. Hein? Pour P2, c'est la moyenne de ce vecteur-là. Pour P3, c'est la moyenne de ce vecteur-là. Voilà. Donc là, de I jusqu'à N. Donc là, dans ce cas-là, on a N est égal à 5. Voilà. Donc c'est la moyenne de ces vecteurs-là. Donc là, pour mu G, on va multiplier XI, qui est un vecteur, hein, qui comporte deux lignes et une colonne. Voilà. Donc là, on va le multiplier par HIJ. Donc ça, c'est un scalaire. Donc, vecteur multiplié par un scalaire, ça va donner donc un vecteur de dimension toujours 2, 1. 1 divisé par un scalaire, ça reste toujours un vecteur. Donc là, mu G, c'est un vecteur 1, 2, 1. Alors, pour sigma, en fait, on va multiplier XI moins mu G. En fait, c'est... Voilà, ça va donner un vecteur 1, 2, 1, multiplié par un autre vecteur 2, 1 transposé, c'est 1, 2. Donc finalement, vous auriez 2, 1 multiplié par 1, 2, et ça va donner en fait une matrice 2D. Normalement, de l'ordre de 2. Ça va donner une matrice de l'ordre de 2. Multiplié par un scalaire, divisé par un scalaire. Donc, sigma, finalement, ça va être de l'ordre de 2. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va calculer ces paramètres-là. On va estimer donc ces paramètres-là d'une manière itérative jusqu'à ce que ces paramètres-là ne vont pas bouger. Et là, je parle de la convergence. Voilà. Donc là, c'est ça l'algorithme EM. Voilà, donc là, normalement, on va illustrer d'une manière normalement schématisée le processus normalement de l'algorithme EM. Comment ça va fonctionner? En fait, au départ, on va choisir d'une manière aléatoire. Donc là, vous avez donc des échantillons. Ça, ce sont les XI. D'accord? Et donc là, on aimerait bien avoir un modèle formé par 3 gaussiennes. Donc, généralement, donc, au départ, on va les lancer d'une manière arbitraire. Donc, vous aurez donc là normalement des mu U, sigma I et θ I, donc normalement d'une manière arbitraire pour les 3 gaussiennes. Chaque gaussienne, donc là, on le lance d'une manière arbitraire. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va calculer le degré d'appartenance dans l'étape E, l'expectation. On va calculer le degré d'appartenance de chaque échantillon par rapport à l'ensemble des gaussiennes. D'accord? Et après avoir calculé la matrice HI, donc là, on va passer à l'étape M, maximization. On va calculer ou bien on va estimer les paramètres, les 3 paramètres, d'accord, en se basant sur la matrice en fait HI. Donc là vous voyez donc normalement le degré d'appartenance, par exemple si je prends cet échantillon là, le degré d'appartenance par rapport aux 3 gaussiens c'est égaux, parce que ça se trouve donc là au centre
c'est-à-dire à l'intérieur des 3 gaussiens. Voilà. Donc là, pour ça, normalement, c'est fortement lié à la gaussienne normalement verte. Ça, normalement, vous avez une forte probabilité d'appartenir à la gaussienne verte à l'intérieur, et vous avez toute une petite pourcentage d'appartenir à la gaussienne rouge, etc. Donc là, je calcule le degré d'appartenance, et finalement, donc là, je vais estimer les paramètres. Et là, je vais recalculer. Donc, tant que les gaussiennes bougent, c'est-à-dire là, les 3 paramètres bougent, donc là, l'algorithme va se répéter. L'algorithme va se répéter. Donc là, on va faire pareil. Donc, à chaque fois, on va calculer la matrice H, et on va, à base de cette matrice-là, on va recalculer en fait les paramètres. Donc là, on recalcule. D'accord? Deuxième itération, troisième itération. Donc là, je recalcule. Donc ça bouge encore. Donc ça bouge, 6e. Donc après 20 itérations, vous auriez ça. Donc là, on aurait donc une gaussienne ici, une autre gaussienne de ce côté-là, une autre gaussienne de ce côté-là. Donc là, je vais dire, voilà, donc là, apparemment, donc là, ça va pas bouger, ça va rester comme ça. Donc là, même si je calcule maintenant la matrice H, et je recalcule les paramètres, ils vont rester donc constants. Et donc à ce moment-là, je vais dire que mon algorithme a convergé. Voilà. Et comme ça, donc là, on pourrait estimer les paramètres de notre modèle, les paramètres θ de notre modèle. Et donc maintenant, un nouveau échantillon qui va normalement, qu'on veut calculer en fait son appartenance par rapport à quelle gaussienne. Donc là, il suffit normalement de l'introduire dans le modèle pour calculer sa degré d'appartenance. Voilà. Maintenant, donc là, ça c'est dans le cadre général, mais normalement, on aimerait bien l'appliquer dans le contexte de la vidéo, c'est-à-dire là pour estimer l'arrière-plan de notre vidéo. Bien sûr, donc là, on ne peut pas l'appliquer normalement texto, hein. C'est-à-dire là, on ne peut pas appliquer l'algorithme EM dans le cadre de la vidéo, tout simplement parce que là, on parle d'un contexte en temps réel. C'est-à-dire là, pour une vidéo, donc ça tourne en temps réel, et donc l'algorithme EM, ça prend parce que c'est un algorithme qui est itératif, donc là, ça va être gourmand en termes de temps de calcul. Et normalement, on devrait trouver une solution alternative pour l'appliquer dans le contexte de la vidéo. Voilà, donc dans le contexte de la vidéo, chaque pixel elle est modélisé avec un mélange de gaussiens. Pourquoi donc un pixel? Parce que dans le contexte toujours de la vidéo, un pixel, normalement c'est un vecteur dans le temps. Chaque pixel de coordonnées x et y, normalement derrière vous avez donc un vecteur dans le temps. Et donc normalement ce qu'on va faire, c'est que pour chaque pixel dans le temps, on va appliquer un modèle, hein, donc normalement on va le modéliser par un mélange de gaussiens. Donc elle est flexible pour gérer les variations en arrière-plan, et ça on l'a abordé la dernière séance, puisqu'on a dit que les approches simples qu'on a vues, normalement, reposent sur le fait que l'arrière-plan, elle reste pour un certain temps statique. Ce cas-là n'est pas toujours réel, parce que là, ça peut varier dans le temps, ça peut varier brusquement selon, par exemple, l'éclairage, selon, normalement, les conditions internes et externes. Et du coup là, il faut normalement choisir un modèle qui pourrait être normalement flexible, c'est-à-dire qui pourrait changer son modèle, hein, au fur et à mesure. C'est-à-dire là, lorsque vous auriez des changements brusques, normalement le modèle devrait être capable d'être normalement adapté. Et donc là, vous voyez bien que ici, donc là, je parle d'une vidéo, hein.
dans laquelle on peut capturer par exemple un tronçon de la route, mais vous voyez bien que l'éclairage pourrait changer dans le temps. Et donc là, si ça change, normalement les gaussiennes, les paramètres des gaussiennes doivent être changés. C'est pour cela que on devrait avoir un modèle qui est adaptatif. D'accord? Quoique ici on parle du même pixel, mais l'intensité change selon l'éclairage. Et c'est pour cette raison-là que généralement on devrait adopter donc un modèle qui est adaptatif. Donc là, en fait, on va faire deux tâches en temps réel. On va apprendre le modèle de base, c'est-à-dire là, le modèle de base, normalement, ça va changer selon le contexte et selon les changements brusques qu'il pourrait y avoir. Et là, on va faire une classification des pixels, soit premier plan, soit arrière-plan. D'accord? Donc là, selon le modèle qu'on va générer, donc on va dire que est-ce que ce pixel-là, donc là, on devrait avoir dans ce contexte-là, on devrait avoir deux clusters. K est égal à 2. Voilà. K est égal à 2, ça ne veut pas dire que on va choisir en fait deux gaussiens. Donc là, on va choisir donc là plus que deux gaussiens en fait. Mais là, pour la classification, on aurait donc là soit premier plan, soit arrière-plan. Donc là, pour faire apprendre le modèle de base, on devrait normalement calculer, à chaque fois, on devrait calculer les paramètres, la moyenne, mu, la matrice de variance ou bien la matrice de covariance. Ça, je parle de la variance si je parle en fait d'un échantillon avec d est égal à 1, c'est-à-dire par exemple une vidéo avec des frames noirs normalement au niveau de gris. Et là, je parle de covariance si je parle en fait d'une vidéo avec des frames normalement couleur. Et là, les poids, les pi. Et donc là, on devrait normalement faire adapter même le nombre de gaussiens par pixel. C'est-à-dire là, pour chaque pixel, comme je viens de signaler tout à l'heure, donc là, pour chaque pixel, un pixel, en fait, c'est une fonction qui dépend c'est une fonction dans le temps. C'est-à-dire, normalement, ça change dans le temps. Et normalement, pour chaque pixel, on va choisir un certain nombre de gaussiens parce qu'on va appliquer pour chaque pixel un mélange de gaussiens. Voilà. Les valeurs d'un pixel particulier sont modélisées comme un mélange de gaussiennes adaptatives. Bon, pourquoi le mélange? Parce que normalement, on pourrait avoir plusieurs surfaces qui peuvent normalement apparaître sur un pixel. C'est-à-dire là, un pixel donné, ça peut changer, sa valeur, ça peut changer. Donc là, si par exemple, un objet va passer au-dessus de ce pixel-là. Et pourquoi normalement adaptatif? Donc tout dépend, comme je viens de signaler donc, tout à l'heure, tout dépend des conditions d'éclairage qui peuvent changer au fur et à mesure. Donc à chaque itération, les gaussiens sont évalués en utilisant une simple heuristique. Et là, je souligne heuristique pour déterminer celles qui sont les plus susceptibles de correspondre à l'arrière-plan. Les pixels qui ne correspondent pas aux gaussiennes d'arrière-plan, bien sûr, ils seront classés en premier plan. C'est-à-dire là, on a deux classes, soit premier plan, soit arrière-plan. Bien sûr, là, les pixels du premier plan sont regroupés à l'aide de l'analyse des composants connectés de D. Et ça, on l'a vu en fait dans la segmentation des images. Voilà. À chaque instant t, ce qui est connu donc à propos d'un pixel, par exemple x0, y0, c'est son histoire. Voilà. Donc là, je disais pour chaque pixel, en fait, normalement c'est un vecteur. D'accord? Chaque pixel, c'est un vecteur dans le temps. Alors que normalement, chaque valeur de ce vecteur-là, ça peut être en fait, ça peut être normalement un autre vecteur. C'est-à-dire là, si je parle
par exemple ici d'une image ou bien des frames couleurs, normalement chaque pixel c'est un vecteur à 3 dimensions. Donc cette histoire est modélisée par une distribution d'un mélange de cas gaussiens. Voilà, ça c'est normalement, ça c'est la densité de probabilité qu'on a définie tout à l'heure. Et ça c'est, en fait, ça c'est le modèle de mélange gaussien. Là je parle de cas gaussien. Donc ici, chaque pixel, normalement je vais le modéliser par cas gaussien. Voilà. Si on suppose qu'on a une succession d'images niveau degré, donc là, si je parle de niveau degré, c'est-à-dire ici, chaque pixel, elle aura donc une seule valeur. Et si vous avez, donc là, si on a choisi k est égal à 5, donc là, l'histoire d'un pixel va ressembler à ça. Donc là, si je modélise, donc là, l'histoire d'un pixel, donc là, on aurait des gaussiennes. Donc là, ici, ça c'est, normalement, ça ce sont les points. En fait, 0,04, donc là, si je fais la sommation de ces points, donc a priori, je devrais avoir une valeur qui est égale à 1. Voilà. Donc ici, vous avez donc 5 gaussiens. Donc ça, c'est une distribution. Ça, c'est un exemple de distribution. Là, je parle, en fait, je parle dans le cas univarié, c'est-à-dire vous avez une image niveau degré. Voilà, donc maintenant, donc là, ce que nous allons à faire d'une manière pragmatique dans le cadre de la vidéo, c'est que on devrait avoir le modèle tout d'abord. On devrait calculer le modèle, et le modèle, bien sûr, il serait mis à jour en temps réel. Le modèle au départ, donc là, si je prends le cadre toujours de la vidéo, donc au départ, pour le premier, deuxième, troisième frame, on n'a pas encore le bon modèle. Parce que là, déjà pour avoir le modèle, il faut se baser sur un historique du pixel. Déjà pour le premier frame, on n'a pas l'historique de chaque pixel. Et c'est pour cette raison qu'on peut normalement s'appuyer sur le k-means pour générer ou bien pour s'approcher du modèle. Et vous allez observer dans le TP, lorsque vous allez appliquer normalement ce modèle, ce modèle de mélange gaussien, lorsque vous allez l'appliquer dans le cadre de la vidéo, nous allons observer que normalement au départ, pour faire la segmentation premier plan, arrière-plan, vous aurez quelques bruits. D'accord? Donc là, il y en a des pixels qui vont être supposés normalement des pixels de background et seraient donc là détectés dans le premier plan et vice-versa. Mais donc là, au fil du temps, on va normalement faire la mise à jour des paramètres pour générer le bon modèle. Et pour cela, ce que nous allons à faire, c'est que pour une nouvelle valeur de pixel x de t plus 1, et là je précise que la nouvelle valeur, c'est la nouvelle valeur dans le temps. Hein? Pour chaque pixel, j'aurai un modèle. Pour chaque pixel, j'aurai un modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez une vidéo, par exemple, de taille, je ne sais pas, donc 700 x 500 par exemple, donc là, vous aurez donc là 700 x 500 pixels. Et pour chaque pixel, vous aurez un modèle. Et là, lorsque je parle de x de t plus 1, c'est-à-dire la nouvelle valeur d'un pixel, donc là, d'un pixel donné, sur lequel normalement je vais calculer le modèle, c'est la nouvelle valeur dans le temps. Et donc là, c'est cette nouvelle valeur, je peux l'associer à l'une des gaussiennes existantes du modèle, c'est-à-dire qui serait à une distance de moins de 2,5 déterminant la racine de déterminant de sigma. Donc si ça se trouve à une distance normalement inférieure à cette distance-là, ça veut dire que je peux l'associer à une gaussienne. Et dans ce cadre-là, les paramètres des gaussiennes mu de i de t plus 1, c'est-à-dire ici, donc là, je vais faire la mise à jour de mu et de sigma, t plus 1, c'est-à-dire les nouvelles valeurs. Donc là, je vais faire la mise à jour comme suit. Donc là, pour le mi de i t plus 1, donc est égal à 1 moins ρ mu de i de t, c'est-à-dire l'ancien. Donc là, on se base sur, ici, un coefficient, 1 moins ρ, multiplié par mu, c'est-à-dire l'ancienne valeur de mu de i. Plus, donc le ρ fois
la nouvelle valeur. Donc là, je vais faire normalement, je vais faire la mise à jour en fonction de la nouvelle entrée x de t plus 1. Donc pareil pour le sigma de i de t plus 1. Donc c'est 1 moins ρ multiplié par l'ancien sigma, plus bien sûr le ρ, la nouvelle valeur. Donc là, je vais faire la mise à jour en fonction de la nouvelle valeur. Et ici, la nouvelle valeur calculée, mu de i de t plus 1 au carré. Bon, avec le ρ, c'est alpha. Et alpha, c'est normalement, ici, c'est un scalaire qui représente un taux d'apprentissage, le pas d'apprentissage. Ici, c'est normalement la distribution qui suit donc la loi normale, x de t plus 1, sachant, donc là, les paramètres. Donc là, on se base sur les anciens paramètres. D'accord? θ. Pour les poids, donc là, les poids antérieurs de tous les gaussiens sont ajustés comme suit. C'est-à-dire, là, lorsque je parle des poids antérieurs, c'est-à-dire que ça soit ici, donc là, que ça soit donc le pixel, ça se trouve à moins de 2,5, la racine du déterminant du sigma, ou bien plus. Donc si c'est à moins, donc là je vais faire la mise à jour de mu et de sigma. Si c'est plus, donc là, tout de même, donc là je vais faire la mise à jour du poids. Hein? Donc ça veut dire que je vais faire la mise à jour du poids, quelle que soit la distance, et bien quelle que soit normalement la position de la nouvelle entrée, le nouveau pixel par rapport à normalement aux gaussiennes existantes. Voilà, donc là, ça je fais la mise à jour de mu et de sigma si normalement ça se trouve à une distance moins de ça. Bon, et sinon, donc là je ne vais pas faire la mise à jour. Donc là, si je ne peux pas l'associer à une gaussienne, je ne vais pas faire la mise à jour. Mais dans tous les cas de figure, je vais faire la mise à jour des points. Donc là, ici, le pi de i de t plus 1 est égal à quoi? C'est 1 moins alpha, p de i de t, c'est-à-dire l'ancienne valeur, plus alpha m de i de t plus 1. Bon, ici, vous avez, donc là, le alpha ici, c'est le taux d'apprentissage qu'on vient de définir tout à l'heure. Mais pour le m de i de t plus 1, maintenant, si je peux associer ce pixel-là à l'une des gaussiennes existantes, là, je donne donc m est égal à 1. Si je ne peux pas le faire, je donne m est égal à 0. Mais dans les deux cas de figure, je vais faire la mise à jour du point. Bon, comme ça, donc là, le modèle, normalement, va s'adapter après chaque nouvelle entrée, c'est-à-dire chaque frame, chaque nouvelle frame. Normalement, on va faire adapter nos modèles pour chaque pixel. Maintenant, ce qu'on va faire d'une manière pragmatique, on va ordonner les gaussiennes. Supposons on a 4 gaussiennes, on va les ordonner selon pi sur le déterminant normalement de la matrice de covariance. Bien sûr, si ça c'est élevé, normalement ce sont les gaussiennes de l'arrière-plan. Sinon, donc là, ce sont les gaussiennes du premier plan. Donc, on va ordonner les cas gaussiens, d'accord, selon la valeur de pi sur le déterminant de sigma, d'accord. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les premières gaussiennes et je vais dire que ce sont les gaussiennes pour modéliser l'arrière-plan. Et les derniers gaussiens, ce sont les gaussiens pour modéliser le premier plan. Alors, maintenant, si je prends toujours le cas de la vidéo avec niveau de gris. Donc là, normalement pour un pixel donné, bon, supposons que c'est ça le modèle. Donc bien sûr, on peut constater si on va ordonner donc nos gaussiennes suivant le critère de tout à l'heure, on va réserver les gaussiennes en rouge pour modéliser l'arrière-plan et les gaussiennes noires pour modéliser en fait le premier plan. Et là vous remarquez bien que ce sont les gaussiens qui ont le plus de poids et la valeur normalement de covariance ou bien de variance qui est minimale. Voilà. Maintenant, donc là, c'est le pixel, elle est proche normalement de ces gaussiens là.
Donc là, c'est un pixel normalement de l'arrière-plan. C'est les proches normalement à ces gaussiennes-là. C'est un pixel du premier plan. Ok. Voilà, donc ça c'est un exemple d'application sur donc un frame de vidéo. Donc là, on peut extraire bien sûr donc les objets du premier plan. Du coup, donc là, j'aurai donc l'arrière-plan. On peut remarquer ici que, en fait, là, lorsque nous allons démarrer notre vidéo, vous voyez bien que, en fait, c'est bruité. Et ceci est dû normalement, ce qu'au départ, on n'a pas le bon modèle. Et au fur et à mesure, les paramètres vont s'adapter pour donner donc là le meilleur modèle possible. Voilà, donc là, au fil du temps, ça devient plus clair. Et donc là, on peut normalement segmenter les objets mobiles par rapport aux objets qui sont immobiles, qui est l'arrière-plan. Voilà, donc ça c'est un exemple de l'application de Moog sur la vidéo. Sinon, donc là, je disais pour le bruit qu'on a vu tout à l'heure, donc là, on peut appliquer la fermeture morphologique comme post-traitement sur chaque frame. Et comme ça, on peut se débarrasser du bruit résultant et garder uniquement l'objet qui est mobile. Voilà, en fait, dans notre deuxième atelier, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir d'une vidéo, on va appliquer les trois variantes de notre modèle de mélange gaussien. Moog, Moog2 et GMG. Donc, ce sont des variantes du modèle de mélange gaussien. Et nous allons observer lequel qui va nous donner donc le résultat le mieux. Voilà, donc merci pour votre attention et à très bientôt.